Bonjour. Donc, je suis bien content d'être ici pour parler avec vous d'un sujet dont j'aime beaucoup parler, le capital risque. Je vais surprendre personne si je vous dis que lever du capital et convaincre quelqu'un de mettre de l'argent dans sa compagnie, c'est tout un défi. Si ça vous tente de connaître les trucs, les meilleurs secrets pour arriver à le faire, malheureusement, ce n'est pas du tout de ça que je veux parler. Quand on pose la question, le capital risque, ça en vaut le coup. On arrive à un débat habituellement relativement passionné sur la meilleure façon de partir une start-up. Est-ce que c'est bootstrapper ou lever du capital risque? C'est de ça que j'ai envie de vous parler cet après-midi. J'ai envie de plonger dans ce débat-là et essayer de trouver une réponse. Quand on part une compagnie, on n'a pas beaucoup d'argent. Chaque dollar est compté. Le salaire, si on arrive à s'en payer un, est souvent très précaire. Et c'est des conditions, des pressions financières qui sont difficiles. Et là, on regarde nos collègues qui lèvent des centaines de milliers puis des millions de dollars, puis on se dit, mon Dieu, ça serait donc plus simple si j'avais autant d'argent moi aussi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je dis que c'est un débat passionné parce que la réponse que les gens donnent à cette question-là est souvent hautement subjective. Et elle dépend de l'expérience de chacun. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais parler un peu de mon expérience. Il y a 10 ans, j'ai parti d'une compagnie qui s'appelle Context.io. En fait, au début, ça s'appelait DocDoc. Et avec le temps, on a changé le focus de ce qu'on se faisait et le nom qui est resté, c'est Context.io. Après quelques années, Context.io a été acheté par une entreprise américaine qui s'appelle ReturnPath. Je suis resté près de 3 ans chez ReturnPath. Et ce qui est le fun à propos de cette compagnie-là, c'est que c'est une compagnie qui a été démarrée, je pense, en 1999, quelque chose de même, qui a levé énormément de capital risque et là est en train de négocier le virage difficile de la croissance à la maturité. C'était vraiment le fun de voir ça de l'intérieur. Après ça, je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis retrouvé entrepreneur en résidence chez Innovia Capital. Et pendant que j'étais là, on m'a demandé de regarder un deal qui était en train de faire de 2 gars qui arrivaient de Québec et partaient d'une compagnie qui s'appelait Proca. Ça a cliqué avec ces 2 gars-là, au point que j'ai décidé de rejoindre l'entreprise à temps plein. Et j'ai passé près de 2 ans avec Proca. Tout ça me mène à ce que je fais aujourd'hui. En avril dernier, j'ai joint Techstars avec l'objectif de mettre en place le programme focusé sur l'intelligence artificielle de Techstars à Montréal. Et on fait ça en collaboration avec Real Ventures. Donc, ça fait quand même pas mal de choses en 10 ans. Mais ce qui est le fun avec toutes ces choses-là, c'est que ça m'a permis de vivre des différents parcours de financement de l'interne. Ça m'a permis aussi de voir les dynamiques sous divers angles. Donc, on va regarder plus en détail comment chacune de ces compagnies-là a été financée. Pour ce qui est de Context.io, quand j'ai commencé ça au début de 2008, comme la plupart du monde, je travaillais là-dessus à temps partiel, soir et week-end, en finançant à même mon propre salaire. J'étais tout seul pour faire le prototype et les premières rencontres des utilisateurs. En mai 2009, j'ai eu un premier financement avec le CNRC Paris et c'est avec ça que j'ai pu engager mes premiers employés. Mais à ce moment-là, moi, je continuais à faire de la consultation au moins 3-4 jours semaine pour fournir assez de revenus dans l'entreprise. Et après avoir bootstrappé pendant quasiment 3 ans, si on fait le calcul, on a levé une première ronde de financement de 350 000 en janvier 2011. À ce moment-là, on avait été le 2e chèque à vie de Real Ventures et il y avait aussi 2 anges investisseurs qui ont participé à la ronde. 1 an plus tard, ReturnPath nous appelle et nous parle d'acquisition. 6 mois plus tard, le deal était closé, tout le monde était heureux. J'aimerais préciser aussi, là, en juillet 2018, ça fait 6 ans et le produit existe encore. Ça, c'est quelque chose dont je ne suis pas peu fier de voir comment, après une acquisition, mon produit a continué à prospérer et que 6 ans plus tard, ça existe. C'est le fun. Pour ce qui est de Proca, ça a été un parcours assez différent. Le projet a commencé en tant que projet incubé à l'intérieur de la compagnie familiale d'un des cofondateurs. Après un relatif succès à l'intérieur de Biscuits Leclerc et des premiers clients en dehors de Biscuits Leclerc, sont allés lever une première seed de 2,5 millions. C'est à ce moment-là que je les ai rencontrés. C'était une seed avec Innovia Capital puis Uncork. Cette seed-là a été suivie d'une autre seed à peu près 18 mois plus tard de 4 millions. Et plus récemment, on a rajouté, je suis plus là, ils ont rajouté 10 millions dans une série A. Donc on voit que c'est un parcours vraiment différent, des chiffres qui sont complètement dans une autre dimension que ceux que j'avais dans le Context.io.
Aujourd'hui, là, je me retrouve de l'autre côté de la table, c'est moi qui fais les investissements. Pour ceux qui ne connaissent pas Techstars, Techstars, c'est le réseau mondial dédié au succès des entrepreneurs. Donc, on a 40 programmes en 2018 partout dans le monde. Et chacun de ces 40 programmes-là choisit 10 compagnies et font un investissement qui va jusqu'à 120 000 dans chacune de ces 10 compagnies-là. On les amène après ça, toutes sur la même place, 13 semaines intensives, quasiment un bootcamp, où le but, c'est de les mettre en contact avec notre réseau, nos mentors, localement et international, et d'arriver à accélérer l'entreprise, de faire plus en 3 mois qu'on est capable de faire en 1 an habituellement. Et statistique intéressante, ça fait 10 ans que Techstars roule, il y a plus de 1300 compagnies qui sont passées par là. Il y en a 10 qui ont été acquises et il y en a 80 qui sont encore en activité. Ça fait un taux de réussite de 9 sur 10. Fait que oui, dans ces 80 %-là, il y en a beaucoup qui survivent parce qu'ils ont levé du capital, il y en a qui survivent parce qu'ils ont des revenus, mais ça montre que ce n'est pas un one size fits all. Ce n'est pas le but, c'est go, 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 VC. C'est une approche un peu plus holistique que ça. Donc, je reviens à ma question initiale. Quelle est la meilleure option pour bootstrapper ou lever du capital risque? Maintenant, vous avez un peu mon expérience, mon préjugé. On va aller dans le vif du sujet. Bien, moi, je suis un ingénieur. Comme tout ingénieur, j'aime aborder toute question existentielle de façon rationnelle et structurée. Alors, j'ai fait une belle matrice de décision. Et sur un axe, on a une question. Ma compagnie, est-ce que le meilleur fit pour ma compagnie, c'est lever du cash ou c'est bootstrapper? Sur l'autre axe, mais c'est quoi que je veux? Est-ce que je veux lever du capital ou est-ce que je préfère bootstrapper? Partant de là, les bons choix deviennent clairs assez vite. Premièrement, si ce que je préfère, c'est lever du capital, ma compagnie est un bon fit pour lever de l'argent, ça va bien aller. Si au contraire, moi, ce que je préfère, c'est bootstrapper, la compagnie que je fais est un bon fit pour bootstrapper, ça va bien aller. Les 2 autres cas, on les évite. Et voilà, on a répondu à la question. En fait, on n'a pas tout à fait répondu. Non, non. Ça soulève 2 points tout à fait importants. Un, comment je fais pour savoir si ma business c'est un meilleur fit pour le capital risque ou pour le bootstrapping? Et le deuxième point que ça soulève, c'est, écoute, là, je n'ai pas une scène. Moi, ma préférence, là, c'est survivre et faire ma prochaine paye. Je n'ai pas le luxe de me demander si j'en veux ou pas. 2 points intéressants. Commençons par le premier. Comment savoir lequel des 2 est le meilleur fit pour moi? Pour ça, on va regarder différents critères au sujet de ma compagnie. Le premier, c'est de quoi, et il y a un acte, je n'aurais pas dû mettre d'accent sur ce A-là, désolé, de quoi a l'air mon marché? Si mon marché il est immense et j'ai un problème relativement généralisé et uniforme à travers les différents segments et que mon produit le règle à merveille, le meilleur fit, c'est le capital risque. Si au contraire, j'ai un produit dans une catégorie qui est assez mature et bien établie, il y a une compétition féroce, mais les gros joueurs, en général, ils ont une solution assez générique. Puis moi, j'arrive avec un produit qui répond spécifiquement aux besoins uniques d'un segment. Idéalement, ce segment-là, il est trop petit pour exciter les gros joueurs, mais il est assez gros pour moi. Ça, c'est une super belle compagnie à bootstrapper. Une autre chose qu'on peut regarder, c'est de quoi ont l'air mes clients. Est-ce que j'ai beaucoup de grosses compagnies qui ont du budget pour régler le problème que j'essaie de régler? Et est-ce que je sais comment closer le deal dans plusieurs des segments? Si oui, le meilleur fit, c'est le capital risque. Si de l'autre côté, bien, la plupart de mes clients, c'est l'utilisateur qui achète pour lui-même. Je ne suis pas en train de vendre à un CIO qui va mettre ça dans la gorge des autres. Non, les gens achètent quelque chose pour eux autres. Ils ont une épine dans le pied et ils cherchent activement à l'enlever. Ils sont en train de taper sur Google des solutions à leurs problèmes. Et ils sont prêts à payer pour. Pas juste à trouver quelque chose de gratis, mais à payer pour une solution qui règle le problème. Ça, encore une fois, c'est un super bon fit pour bootstrapper une compagnie. Troisième chose qu'on peut regarder, de quoi ça a l'air le processus pour trouver un nouveau client. Si c'est long, puis ça coûte cher, vous allez avoir besoin de capital. Si, même si ce n'est pas long ou pas cher, vous êtes une compagnie qui a un gros effet de réseau. Bref, plus il y a de monde, plus il y a d'utilisateurs sur votre produit, plus le produit devient alléchant aux yeux d'un nouveau client. Encore là, c'est une foutue bonne idée de lever du capital pour essayer d'accélérer la machine un peu. De l'autre bord, bien, si j'ai trouvé un nouveau client, ce n'est pas nécessairement vraiment cher. Et dans la majorité des cas, juste leur laisser faire un essai gratuit de façon autonome de mon produit, c'est suffisant pour les convertir en clients payants. Puis je suis capable de récupérer mon coût d'acquisition assez rapidement
pour le réinvestir pour en trouver d'autres, et ce cycle-là est rapide, bien, c'est encore une fois une super belle compagnie à bootstrapper. Là, il faut que je vous avoue, quand je faisais mes slides hier après-midi, à ce point-là, je trouvais que je m'en allais un peu n'importe où. Là. Ça faisait 3 slides assez lourds avec beaucoup de contenu. Puis j'avais l'impression d'avoir juste gratté la surface du problème. Là, je me suis dit, OK, c'est sûr qu'il y a une façon plus générique de répondre à ce problème-là. Bon, qu'est-ce qu'il y a de plus générique qu'un arbre décisionnel? Fait que là, je me suis dit, faisons un arbre décisionnel avec tout ça. J'ai pensé à toutes les subtilités, toutes les considérations et les questions, tout ça, puis je pense qu'on peut résumer tout ça en 3 grandes questions. Premièrement, est-ce que ma startup a besoin de capital pour démarrer, grandir, survivre? Deuxièmement, est-ce que je comprends et désire l'impact d'un VC dans ma compagnie? Et 3, est-ce que ma startup peut livrer les attentes que les VC ont dans leurs investissements? De ces 3 questions-là, on veut arriver au meilleur fit pour nous. Le capital risque ou bootstrapper? De quoi ça va avoir l'air? Bon, mettons, ma startup a besoin de cash pour partir. Je comprends qu'est-ce que ça implique faire rentrer un VC dans ma compagnie et je le veux. J'arrive à la 3e question. Ma startup, est-ce qu'elle peut livrer le résultat attendu par un VC? Oui, on a la réponse. Le meilleur fit, c'est lever du capital. On revient à la première question. Mettons que ma compagnie, lancer le produit, ce n'est pas si compliqué que ça. Je suis un développeur, je suis capable d'en faire la majorité moi-même. Je n'ai vraiment pas besoin de tant d'argent que ça. La deuxième question, elle se pose toujours. Est-ce que je désire et besoin, est-ce que je comprends l'impact d'un VC dans ma compagnie? Si je suis assez confiant que je vais générer des bons revenus assez vite, que je vais avoir une croissance qui me satisfait, je n'ai pas vraiment envie d'avoir un VC, bien on l'a, c'est quoi le meilleur fit? C'est de bootstrapper. Mais ça se peut. Ça se peut. Pas grave. J'en veux du capital risque. Peut-être parce que j'ai envie de vivre cette expérience-là, ou peut-être qu'en bootstrappant, je me suis rendu compte que l'opportunité que j'avais devant moi est pas mal plus grosse que ce que je pensais. Puis cette opportunité-là, elle demande un investissement qui dépasse ma capacité avec mes revenus et mes profits. Bien, dans ce cas-là, on revient à la 3e question. Dans cette nouvelle optique-là, est-ce que je peux répondre aux attentes d'un VC? Et si oui, c'est un bon fit pour le capital risque. Et je rajouterais que si j'ai une idée qui demande beaucoup de capital à démarrer, que je n'ai pas vraiment envie d'avoir un VC ou que j'arrive tout simplement pas à convaincre un VC que je peux livrer et répondre à leurs attentes, ça risque de mal aller. Je vous conseille fortement de trouver autre chose ou du moins de trouver une façon de le démarrer qui n'a pas besoin de capital, parce que vous n'en aurez pas. Donc, pour résumer, si on a une compagnie qui peut répondre aux attentes d'un VC, ça nous tente et on comprend ce que ça veut dire, qu'on ait besoin de cash ou pas, c'est une bonne raison, une bonne raison d'aller en chercher. Et deuxièmement, si je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour partir mes affaires et moi, ce que j'ai envie, c'est runner ma business tranquille, la meilleure idée, c'est faire du bootstrap. OK, on progresse, mais je parle beaucoup de répondre aux attentes du VC. C'est quoi ces fameuses attentes-là? Parlons des VC. Ça, c'est le fun. Contrairement à la croyance populaire, les VC ne sont pas l'incarnation du diable. Ce ne sont pas des imbéciles qui ne comprennent rien à votre business. Ce n'est pas des gens qui cherchent à tout prix à prendre le contrôle de votre compagnie. Ça serait faux de dire que les VC ont des objectifs fondamentalement contraires à ceux des entrepreneurs. Ce n'est pas vrai, ça. En général, les VC, c'est du monde intelligent, travaille super fort pour atteindre un objectif bien précis. Cet objectif-là n'est pas compliqué. Mettre le plus d'argent possible dans une compagnie qui va lever solide et valoir très, très cher. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne sont pas intéressés à autre chose. Et pour comprendre pourquoi c'est juste ça qu'ils veulent, il faut comprendre comment fonctionne un capital risque. C'est quoi la logique d'un fonds? Prenons un fonds fictif, 100 millions de dollars. Ils vont couvrir leurs opérations avec à peu près un frais de gestion de 2 % annuel. Donc, si on a un fonds, la durée de vie est 10 ans, ça fait qu'il nous reste à peu près 80-85 millions de dollars à investir dans les compagnies parce qu'on a pris 15-20 pour payer nos opérations. Les LPs, ceux qui ont mis ces 100 millions-là, la raison pourquoi ils l'ont mis 100 millions, c'est parce qu'on leur a promis des retours supérieurs à ce qu'ils pourraient avoir avec des investissements moins risqués. Donc, on parle de retours d'à peu près 20 % par année.
Et pour fin de calcul, on va faire une moyenne qu'au moment où je peux liquider mes investissements, la part moyenne que je détiens dans chacune des entreprises à ce moment-là est d'environ 15 %. Donc, ça se peut que j'aie plus qu'un VC dans ma compagnie, mais que chacun a 15 %. Qu'est-ce que ça donne, ça, sur 10 ans? Bien, pour livrer 20 % par année sur 10 ans, il faut que mon 100 millions soit rendu à 620 millions. Okay, ça, c'est 6 fois le capital. Et ce 620 millions-là, ça représente 15 % de part. Ça veut dire que si je regarde la somme cumulative de la valeur de tout mon portfolio au moment du exit, ça va jusqu'à 4 milliards de dollars. 4 milliards, c'est du cash. Okay? C'est gros. Mettons que tous mes investissements retournent 3 fois le capital investi. 100 %. J'ai juste réussi la moitié de ce que je veux réussir à faire. Mettons qu'ils retournent ce 3 %-là en 2-3 ans, ils le font bien vite. Ce n'est pas mieux. Parce qu'un un VC, chaque dollar investi peut juste être investi une fois. Ça ne change rien. Les VC, c'est pour ça que tout ce qu'ils ont en tête, c'est trouver un foutu unicorn. Les 2-3X, ce n'est pas ça qui leur plaît. Donc, un unicorn, une fois qu'on comprend que c'est ça qui est l'attente envers nous, bref, livrer la Lune, pour pouvoir la livrer, bien, ça nous prend une couple de choses. Ça nous prend un immense marché qui peut fournir une croissance rapide et soutenue. Ça nous prend des clients qui ont du budget pour le produit qu'on a de leur vente. Et ça prend une équipe exceptionnelle. Une équipe exceptionnelle, c'est une équipe qui est particulièrement douée pour le problème que j'essaie de régler. C'est une équipe qui va être capable de scaler, partir de 3-4 employés à 20, 30, 50, 100 employés. Donc, je pense qu'on a pas mal répondu à la question du haut, à savoir comment identifier c'est quoi le meilleur fit pour ma compagnie. Est-ce que c'est capital risque ou est-ce que c'est bootstrappé? Ce qui nous amène à la deuxième colonne. Là, la deuxième colonne, c'était qu'est-ce que je préfère? Et si on se rappelle, moi, ma préférence, je n'ai pas une scène, c'est juste survivre et faire ma prochaine paye. Choisir, c'est un luxe. Je comprends le feeling, OK? Been there, done that, got the t-shirt, comme on dit, là. Mais je suis fondamentalement convaincu que chacun d'entre nous a une préférence en dedans de nous. Cette préférence-là, elle peut changer avec le temps, elle peut changer avec les périodes de notre vie, mais ça serait une grosse erreur de l'ignorer. Je pose la question sérieusement. Ai-je envie d'un VC dans ma compagnie? Pour aider à répondre à la question, on va regarder en rafale des illustrations de comment ça change notre vie une fois que le premier chèque est déposé. Donc, premièrement, quand je commence, toutes les options sur la table sont ouvertes. Petit exit, gros exit, IPO, name it, toutes les options sont ouvertes, ça va bien. Par contre, le VC, on l'a dit, lui, il en vise une des options, le jackpot. Est-ce que vous partagez cet objectif-là? Et là, je vais être bien clair dans ma question. Je ne vous demande pas si vous seriez content si ça arrivait. Je vous demande, est-ce que vous êtes prêt à renoncer à tous les autres scénarios pour ne viser que celui-là? Parce qu'à chaque ronde que vous levez, les scénarios se ferment. Que ce soit par les deals du terme ou par la pression qui va se faire, une à une, ces portes-là se ferment. J'espère que ce que vous avez en tête, c'est le jackpot vous aussi, parce que c'est ça, pour ça que vous avez signé. Une autre chose qui change, quand on lève du cash, le sablier part. Vous avez de l'argent en banque, c'est pour réaliser certaines choses et de façon idéale, relativement rapidement. En fait, ce qui vient d'arriver, là, c'est que vous êtes... je ne sais pas pourquoi, il y a un petit... Ah, parce que j'avais mis une fille, c'est pour ça. Ce qui vient d'arriver, c'est que vous êtes monté sur un tapis roulant. Ce tapis roulant-là, il est parti et vous exécutiez, il faut que vous allez chercher les milestones qu'ils ont demandé d'aller chercher et il faut que vous le fassiez vite. On pourrait être tenté de la jouer safe, de se dire, regarde, je vais prendre le cash, je ne le dépenserai pas trop vite, je vais me focusser sur mes revenus, en générer. Et non, ce n'est pas pour ça que vous avez eu de l'argent. On ne va pas vous féliciter parce que vous avez dépensé moins que prévu. L'argent, on vous l'a donné pour qu'il soit déployé. Ce qu'on veut voir, c'est des gens qui sont recrutés. On veut voir plus de monde dans le bureau. On veut voir de la croissance. Même si la croissance, au début, a l'air un peu gonflée à l'hélium, c'est ça qu'on veut voir. C'est pour ça que vous avez eu du cash. Une autre réalité qui change,
un petit peu, c'est que vous êtes encore le capitaine, mais vous n'êtes plus tout seul dans le cockpit. Ça veut dire que les grosses décisions, vous n'êtes plus tout seul à les prendre, il faut consulter d'autres personnes. Un bon exemple de ça, c'est les scénarios d'exit dont je parlais tantôt. Là, mettons que ça fait 1-2 rondes que vous faites, ça va bien, quelqu'un cogne à la porte et dit « Hey, j'aimerais ça acheter ta compagnie. » Là, il parle d'un montant. Là, tu fais le calcul, OK, moi, il me reste X%, X% de ça. Ouh! Intéressant, je veux faire ce deal-là. Après ça, vous en parlez au VC. Le VC fait le même calcul. Moi, j'ai tant de pourcents. Non, ça, c'est pas intéressant. Cette situation-là, je peux vous garantir, risque d'être fortement conflictuelle. Et ce qui est bizarre là-dedans, c'est que les dynamiques qui jouent sont vraiment weird. Parce que si vos affaires vont tellement bien que le VC continue à croire que vous êtes potentiellement son 30X ou son 100X, il ne voudra vraiment pas. Il va mettre toute la pression qu'il peut pour que le deal se fasse. Vous êtes quasiment chanceux s'il a commencé à perdre confiance parce que dans ce moment-là, il y a peut-être plus de chances qu'il va accepter le deal. Donc, vous êtes encore le capitaine, mais pas pour longtemps. Un jour, vous ne serez plus propriétaire ni la personne qui run le show. Peut-être que vous ne serez plus propriétaire en totalité, peut-être en partie, mais il faut vous faire à l'idée que c'est le début d'un long processus vers laisser aller votre bébé. Les enfants, ils vieillissent, à mener par de la maison, c'est la même chose pour les compagnies. À mener, elle va vivre sans vous. Et le dernier point, et non le moindre, vous faites maintenant partie d'un portfolio. Portfolio, ça a plein de choses de positif, honnêtement. Les médias ont tendance à parler beaucoup plus des compagnies. On célèbre beaucoup. Le fait de lever du capital risque est fortement célébré. Quand on le fait, il y a plus d'articles dans les médias. Les VC ont des réseaux qui sont relativement très bien développés. C'est des portes qui peuvent vous ouvrir, des références qui peuvent donner, c'est des événements privés, c'est des ressources auxquelles vous avez accès. Il y a beaucoup de positifs là-dedans. Mais il y a l'envers de la médaille. Votre succès passe par le succès de votre entreprise. Vous avez besoin qu'elle fonctionne. Le succès du VC passe par le succès d'une des entreprises. C'est de ça qu'il y a besoin. Ça change les dynamiques. Tantôt, je parlais du tapis roulant. À chaque ronde, plus on met de cash, la vitesse augmente. Ça roule de plus en plus vite, ça devient jamais plus facile. Si ça arrive à amener à un point que vous tombez du tapis, pour vous, c'est la fin. Pour le VC, il est triste, il est déçu, mais il en reste d'autres qui courent encore. Donc, ça fait beaucoup de stock, tout ça. J'espère que ça va peut-être refroidir les ardeurs de certains, peut-être qu'au contraire, ça va vous convaincre que pour vous, ça en vaut le coup. J'aimerais que vous reteniez 2 choses de cette présentation-là. La première, c'est que la réponse à la question, il n'y a pas de bonne réponse absolue. La réponse, elle est hautement subjective. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un très fort alignement entre les besoins et le type de compagnie que vous lancez, ce que vous préférez et l'avenue que vous choisissez. Je vais terminer en vous laissant sur 2 images. La première image, c'est l'image d'une hutte viking à Lance aux Meadows, à Terre-Neuve. Cette hutte-là, c'est un vestige du temps où il y avait des Vikings qui partaient de Scandinavie et qui venaient pêcher sur nos côtes. Et là, l'hiver, ils se mettaient des petites huches, ils préparaient leur bateau, ils attendaient que la glace fonde, puis ils retournaient au printemps. Ça, c'était des centaines d'années avant que Christophe Colomb arrive en Amérique. La deuxième image que je veux vous montrer, c'est Jacques Cartier qui débarque avec sa grosse gang puis ses gros sabots en Amérique du Nord. Il vient prendre possession de la terre qui est pourtant déjà occupée au nom du roi de France. Dans les 2 cas, on a affaire à des gens qui ont traversé l'Atlantique dans des conditions qui sont difficiles à imaginer aujourd'hui. Ils ont mis le pied sur un nouveau continent. Les 2 ont réussi ça. Les Vikings, ils l'ont fait pour pêcher. Et j'assume qu'ils vivaient des fruits de leur pêche de façon tout à fait paisible et heureuse. Jacques Cartier, lui, n'a pas le temps de niaiser avec la pêche. Il est allé pitcher son projet à des rois. Il les a convaincus que s'il finançait cette exploration-là, il reviendrait avec d'immenses richesses. Et là, il est parti, il a pris ses matelots, il a mis ses bateaux, il a mis à la bouffe. Pas le temps de pêcher, c'est ça qu'on va manger. Go, on s'en va. L'autre chose,
J'aime beaucoup ces deux images. L'autre chose, c'est qu'on peut facilement imaginer que autant les Vikings que la gang de Jean Cartier ont vécu une vie assez excitante. Ça devait être une aventure vraiment exceptionnelle faire tout ça. Par contre, ils ont laissé un héritage pour le moins différent. Dans le cas des Vikings, on parle d'attractions touristiques perdues dans le fond de Terre-Neuve. Dans le cas de Jean Cartier, on parle d'une population de 8 millions de francophones en Amérique du Nord. Et il y a une raison pourquoi le pont derrière moi, là, il s'appelle Jean Cartier et qu'il ne porte pas le nom d'un pêcheur scandinave. Fait, il y a une de ces deux images-là qui devrait vous interpeller plus que l'autre. La réponse à savoir si le WC, ça vaut le coup, ben, elle est là. Merci.